Comment peut-on réussir des mouvements stylés, des skills, tout en devenant fort, particulièrement en lifting et en développant son physique, tout cela en même temps? Beaucoup de personnes pensent que l'on ne peut pas et qu'on doit soit choisir, soit faire l'un après l'autre. Parce que l'entraînement pour réussir des skills serait différent de l'entraînement pour prendre du muscle pour devenir fort. Cependant, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que l'entraînement pour ces trois qualités est justement étroitement lié. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si le contenu en calisthénie et en streetlifting te plaît. Voici les croyances communes qu'on pense qu'il faut avoir pour réussir dans ces trois catégories. En skill, on pense qu'il faut être léger, ultra spécialisé, utiliser beaucoup d'exercices uniquement de skill, donc mettre une grosse emphase sur la spécificité. En force, on pense qu'il faut bien sûr soulever lourd et faire des fourchettes de répétition basses. Et en hypertrophie, on pense qu'il faut soulever léger et faire beaucoup de répétitions, ce qui va peut-être à l'encontre des deux autres catégories, et que c'est trop fatigant pour la force ou le skill. De plus, on peut observer certaines fourchettes de répétition communes et on voit qu'elles sont exclusives, donc 1 à 5 pour la force, 8 à 12 pour l'hypertrophie et 15 répétitions et plus pour l'endurance de force. Toutes ces croyances sont vraies, mais dans une certaine mesure. Si on va chercher plus loin, on va respecter certains principes, donc en résumant certaines recommandations de base, on peut se rendre compte que c'est possible de les combiner. C'est-à-dire que pour l'hypertrophie, on peut très bien prendre en muscle avec des skills, avec des exercices de streetlifting et même avec des fourchettes de répétition basses, à condition d'avoir un certain volume d'entraînement. Par exemple, on pourrait avoir les mêmes gains en masse musculaire en réalisant 8 séries de 3 plutôt que 3 séries de 8. De manière générale, on recommande entre 30 et 70% de son RM, donc c'est la répétition maximale pour prendre du muscle. Pour la force, tout d'abord, le mécanisme est très similaire au skill. Donc dans cette vidéo, je vais simplifier en catégorisant les skills avec la force. Je séparerai peut-être par la suite si besoin. Car même si on appelle cela des skills, donc des éléments techniques, ça reste des figures de force avec des efforts très courts et intenses. Le but étant souvent de réussir des maintiens de 3 secondes ou réussir une répétition d'un mouvement difficile. Également, l'entraînement sera presque le même que pour la force avec des spécificités techniques un peu différentes. Pour la force, on a besoin d'une certaine spécificité et donc d'un minimum d'intensité. Il faut pratiquer les mouvements sur lesquels on souhaite devenir fort et pour l'intensité, on recommande en général au-dessus de 70% pour prendre en force. Finalement, à partir du moment où l'on a un minimum de tension mécanique, c'est-à-dire de charge et de stress métabolique, de volume, il est tout à fait possible de prendre de la force et du muscle. Finalement, on en revient à la question du début. Comment réussir des skills, devenir fort et prendre du muscle en même temps? On a d'abord besoin de pratiquer ce sur quoi on veut être bon, être fort, donc des skills, du streetlifting. Cependant, même si cela peut aider à prendre du muscle, ce ne sera pas optimal de ne faire que cela. Les séances seraient très longues, on risquerait de faire du junk volume. Pour réaliser le volume suffisant, on serait également sujet à une trop grande fatigue mentale et on perdrait certains bénéfices d'utiliser des exercices et des fourchettes de répétition plus intéressantes d'un point de vue stimulus ratio fatigue par exemple. On a donc besoin d'une combinaison de spécificité avec des faibles répétitions, des répétitions plus moyennes avec une spécificité moyenne et des fourchettes de répétition plus hautes avec une spécificité un peu moins grande. Que ce soit pour réussir des skills, devenir fort et prendre du muscle. Une fois qu'on a compris qu'on a besoin de cette combinaison d'intensité, il va falloir répartir intelligemment son volume en fonction de ses objectifs, de son statut d'athlète, avec des fourchettes de répétition différentes, etc. Si l'objectif est de prendre du muscle, ce qui est fortement conseillé pour un débutant par exemple, mais également d'envisager de réussir des skills et d'être fort, on peut attribuer par exemple 50 à 75% de son volume, de son nombre de séries en hypertrophie dans des fourchettes de répétition allant de 5 à 15 par exemple, 25 à 50% dans de la force, dans le streetlifting et des skills. Dans des fourchettes de répétition de 1 à 5, en skill également. Là, ça reste aussi des fourchettes de répétition assez basses ou alors avec un temps de maintien assez court, par exemple 3 à 10 secondes, en privilégiant l'aspect technique, la compréhension et la bonne réalisation des mouvements. Pour quelqu'un de plus intermédiaire, pour qui l'objectif principal sera de réussir des figures et de devenir fort de manière principale, il faudra répartir par exemple 50 à 75% de force dans du 1 à 5 répétitions et 25 à 50% d'hypertrophie dans du 5 à 15 répétitions. Une fois qu'on a compris comment répartir son volume, il va falloir se poser la question de la sélection d'exercices. Au vu de la spécificité du plus haut pour la force, il va falloir intégrer ses objectifs principaux, donc des progressions de skill ou des exercices sur lesquels vous pouvez faire le PR, principalement le streetlifting. Ce sera probablement tout ce qui est planche, roll lever, one arm pull-up, instant push-ups pour les skills, muscle up, traction, dips et squat pour la force. Pour l'hypertrophie, l'idée sera d'utiliser des exercices qui vous aideront sur ces mêmes mouvements en travaillant les groupes musculaires principaux sollicités, voire parfois même utiliser ces mêmes mouvements. Par exemple, on pourrait considérer le front lever comme la force et les tractions comme l'hypertrophie. On peut aussi utiliser des exercices qui travailleront certains points faibles. Pour ce qui est des skills, même si on cherche à être spécifique, il va falloir éviter de faire des tentatives à répétition, en croyant ou en espérant qu'on s'améliore de jour en jour et que si on ne pratique pas, on risque de perdre, qui risque de dégrader la technique, de générer trop de fatigue, d'emmagasiner des mauvais patterns de mouvement. Mais on va plutôt chercher à construire sa force et donc à sélectionner des progressions appropriées pour pouvoir accumuler suffisamment de pratique et également travailler les aspects techniques fondamentaux à la réalisation de ces skills, cet aspect étant souvent négligé.
Par exemple, plutôt que de lancer désespérément des straddle planches, on peut simplement s'assurer d'avoir une top planche super solide, une attelage stock planche plus challengeante, et encore travailler avec straddle planche avec élastique à condition de maîtriser déjà les progressions préalables et que l'élastique nous permettra de réaliser les bonnes activations pour avoir suffisamment de temps de maintien en réalisant une belle protraction, dépression, alignement, etc. Il en va de même pour la handstand push-ups, plutôt que de lancer des tentatives hasardeuses, même réussies avec un peu de banane, etc. On peut essayer de cleaner la forme ou de s'assurer plus de réussite en réalisant des négatives ou en construisant sa force à l'aide du mur, voire d'autres exercices. Pour les exercices de streetlifting, le principe sera le même. Plutôt que de chercher à battre son PR à chaque séance, il va falloir sélectionner un poids, une charge qui nous permettent d'accumuler suffisamment de répétitions et d'appliquer la bonne technique sur le lift. Par exemple, en dips, s'assurer d'avoir les jambes bien verticales, les épaules en dépression. Conserver la fermeture. Et si par exemple on observe une faiblesse, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les variations, les variantes. On passera dans cette catégorie de force, donc réaliser les dips en pause, qui sera une variante très utile pour corriger beaucoup de défauts, notamment conserver la tension, la fermeture sur la montée par exemple. Au niveau de la fréquence, il est intéressant de pratiquer au moins 2 fois par semaine tous les mouvements de skill et de streetlifting. Peut-être une fois pour le muscle up, car on est pour une majorité pas suffisamment bon en traction et que c'est un exercice assez stressant. Voire même une fois si on maîtrise déjà suffisamment un exercice, ou 3 fois si on veut mettre l'emphase sur un exercice. On peut aussi parfois opter pour un peu plus de fréquence pour les skills, surtout si on utilise des progressions parfois plus faciles à viser technique ou secondaire. Par exemple, réaliser straddle planche difficile jour 1, facile jour 2, difficile jour 3, facile jour 4. On peut donc compter dedans des variations également. Voici un exemple de split hebdomadaire qui reprend les différents mouvements. Lundi, planche front lever, traction, dips. Mardi, handstand push-ups, squat. Mercredi, repos. Jeudi, planche front lever, muscle up, traction, dips. Vendredi, handstand push-ups, squat. Samedi, dimanche, repos, qui respecte la fréquence dit plus tôt. On pourrait ajuster les intensités en jours primaires avec des intensités plus grandes et secondaires plus faibles, soit en réalisant plus de volume ou de variation par exemple. On peut également faire plus de volume sur des intensités primaires par exemple, mais en ayant un RPE plus élevé. Par exemple, le lundi, planche front lever, traction dips primaire, ce qui ferait un RPE de 8 et donc on privilégierait les fourchettes plus basses, 4 séries 4 secondes et 4 séries 3 secondes. Pour la journée secondaire, des RPE de 6, de 3 répétitions et de 5 répétitions par exemple. Pour le jeudi, on referait un jour secondaire, donc un RPE plus bas, 6 et 6 secondes et 5 répétitions. Et le vendredi, un jour primaire, donc une rep pour les handstand push-ups et 3 reps en secondaire. Donc c'est qu'un exemple illustratif, il y a moyen de faire plein de choses, de monter les répétitions, etc. Top 7, back up 7, plein de manières de programmer en force. On pourrait aussi rajouter une fréquence en plus, hein, par exemple le samedi, rajouter une petite séance de planche avec RPE 6 en secondaire par exemple. Une fois qu'on a cette base avec une bonne sélection des exercices, répartition de ces objectifs principaux, il nous suffit d'y rajouter intelligemment, peut-être progressivement si on n'a pas l'habitude, des exercices d'hypertrophie avec un volume, donc un nombre de séries qu'on va souvent calculer en nombre de séries et des fourchettes de répétition appropriées, en évitant tout le phénomène d'interférence. Donc si possible de générer trop de fatigue sur les groupes musculaires avant des séances importantes. Par exemple, on va éviter de faire les triceps la veille d'une séance de muscle up ou de dips. Également, pour ces exercices, on les veut avec un bon stimulus ratio fatigue. C'est pour ça que parfois, on évite d'utiliser la traction ou le dips comme exercice d'hypertrophie. Même si dans pas mal de cas, ça peut être intéressant. Donc des exercices mesurables dans des bonnes fourchettes de répétition. C'est-à-dire qu'on va chercher des exercices qui stimulent efficacement le groupe musculaire voulu. Par exemple, un rowing avec les pecs supportés à la poulie pourrait parfois être plus intéressant qu'un pain row un peu plus brut qui va générer plus de fatigue. Ou même un développé incliné pourrait être plus intéressant que des pseudo-planches push-ups qui seraient un peu moins mesurables. Voici un exemple en rajoutant le travail d'hypertrophie. Le lundi, on aurait la séance classique avec l'hypertrophie des pectoraux, du dos et des biceps en plus. Le mardi, épaules et quadriceps. Le jeudi, hypertrophie des pectoraux, du dos et des biceps. Et le vendredi, hypertrophie d'épaules, ischio et triceps. Les maillons faibles. Les exercices de calisthénie et de streetlifting sont très riches, mais voici quelques muscles parfois négligés. Pour ce qui est des épaules, on va les travailler beaucoup avec la planche, les dips, les handstand push-ups, les dorsaux, le grand dorsal avec le front lever et la traction, les triceps avec les dips, les handstand push-ups, les quadris avec le squat, les fessiers avec le squat. Mais pour ce qui est des pectoraux, ils seront un petit peu moins sollicités, donc il va peut-être falloir rajouter l'isolation. Les ischio-jambiers, même chose. Les biceps vont bien travailler avec la planche et les tractions, mais manqueront parfois un peu de stimulus. Le deltoïde moyen et postérieur manquera également un petit peu de travail, les abdos et les lombaires aussi. Il peut donc être vraiment intéressant d'isoler ces muscles moins sollicités, sachant qu'ils peuvent potentiellement nous aider dans nos lifts principaux. Parlons de périodisation. En revenant sur la répartition de la charge d'entraînement et l'évolution de la spécificité, on peut aborder tout ce qui va concerner la périodisation, dans l'idée d'optimiser sa progression et d'éviter le surentraînement. La périodisation a été démontrée comme ayant des gains légèrement
plus grande à une approche non périodisée. Pour un débutant, on peut clairement garder une approche simple, c'est-à-dire avancer sans se poser de questions, progresser en skill, battre des PR en streetlifting, se contenter d'appliquer la surcharge progressive tout en mettant l'emphase importante sur l'hypertrophie, jusqu'à arriver à un certain plateau, car passé un stade, il y a de fortes chances que l'on le rencontre. Ce stade peut être plutôt très avancé pour certaines personnes, ça va dépendre vraiment de chacun. C'est là qu'il va falloir peut-être accepter de revenir en arrière, de faire des blocs de construction pour mieux affronter ces plateaux, ce qui sera bénéfique. Au niveau de cette périodisation, on va jouer entre la manipulation de la charge d'entraînement. Par exemple, alterner un macrocycle d'hypertrophie, un macrocycle de force. Donc le macrocycle d'hypertrophie sera composé, comme on l'a vu précédemment, de 25% de force et 75% d'hypertrophie. Celui de force à l'inverse. Au sein des macrocycles, pour faire la transition de l'un vers l'autre, on va faire fluctuer l'intensité et la spécificité. Remarque importante, ce n'est pas parce qu'on est dans des cycles d'hypertrophie que l'on doit skipper certains mouvements ou certains lift exercices, par exemple. On peut toujours incorporer une progression de skill sur laquelle on essayera de maintenir, voire de progresser, si l'on s'en sent capable, et pourquoi pas réaliser toujours un top set de streetlifting pour maintenir ses capacités à soulever une certaine charge. Après, il est aussi envisageable de mettre un aspect de côté. On ne perd pas facilement ce qui a déjà été acquis, ce qui peut laisser potentiellement plus de place pour progresser. Mais on va sortir du sujet de la vidéo, car le but du jeu, pour moi, pour nous, ce sera de toujours faire tout en même temps. Ce qui donnerait sur la première séance de l'exemple précédent, par exemple, inverted hang 2 front lever, 2 séries de 1, sera de planche élastique, 3 séries de 4 secondes, traction LRST, ramping, une série de 1, dips, ramping, une série de 1. Et ensuite, on va passer à l'hypertrophie, donc chest press à la machine, 4 séries de 9 à 12 répétitions avec un RIR de 2 par exemple, proche de l'échec, ça sera l'emphase du cycle, du lat pull down, des biceps curl et on sera déjà pas mal pour une séance d'hypertrophie. Ensuite, voici un exemple en cycle de force, donc vous allez faire du inverted hang 2 front lever, 3 séries de 1, sera de planche élastique, 5 séries de 3 secondes. Ensuite, des séries tampons avec du Advanced One Leg Front Lever, 2 séries de 5 à 10 secondes. Des séries de Advanced Tuck Planche de 5 à 10 secondes. Et ensuite, le travail de force, traction ST, 4 séries de 3, dips ST, 3 séries de 2. Et un petit peu d'hypertrophie avec du lat pull down, 2 séries de 9 à 12. On comprend vite que le focus sera différent. Pendant les macrocycles, on va les diviser en mésocycles qui vont être séparés par des semaines de décharge. Lors des mésocycles, on va sélectionner des progressions en skill, des temps de maintien, des fourchettes de répétition et progresser dessus pour potentiellement faire évoluer cela tout au long des mésocycles. Par exemple, dans le premier mésocycle, travailler avec la tuck planche, plus faire des séries de 4,9 à 12 répétitions. Et dans le deuxième mésocycle, avancer vers la advanced tuck planche si on est prêt et faire des séries de 6 à 10. Un aspect très important est la récupération. Lorsque l'on a beaucoup d'objectifs, il est important de bien récupérer, en évitant l'échec comme dit précédemment. Et potentiellement en mettant une emphase sur la technique. Lorsque l'on a beaucoup d'objectifs, il sera important de bien récupérer, d'éviter de trop en faire, d'éviter d'aller à l'échec par exemple, car un échec dans un élément pourra directement impacter le reste. Donc, il faudra être attentif à ça, mettre l'emphase sur la technique en prenant suffisamment de repos et en faisant attention à son lifestyle. Bien sûr, garder en tête qu'en plusieurs objectifs peut rendre la progression parfois plus lente, accepter qu'on ne sera pas forcément le meilleur dans un aspect, mais qu'on va chercher à être bon sur plusieurs aspects. Pour résumer la vidéo, comment réussir des skills, devenir fort et musclé en même temps, on a vu qu'il fallait travailler principalement ces objectifs, combiner les différentes modalités dans différents formats, mettre l'emphase sur la technique, travailler ses points faibles, bien périodiser et récupérer. C'était tout pour cette vidéo. Si cette approche vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu dans ce genre. Et si vous souhaitez de l'aide pour progresser dans ces différentes disciplines, n'hésitez pas à me contacter via le lien en bio. C'était The Workout, à toutes.